Je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan, un podcast pour vous aider à être plus serein en comprenant, avec nuance, le monde chaotique dans lequel nous évoluons. J'ai été surpris, je pourrais presque dire choqué, quand j'ai demandé en story sur Instagram si vous aviez des questions gynéco. Je pensais sincèrement que j'aurais assez peu de retours, parce qu'après tout, je suis un homme et que ça aurait pu être gênant. Et au lieu de ça, j'ai reçu des centaines et des centaines de questions. Et je les ai toutes notées, de manière anonyme, évidemment. Alors évidemment, je savais déjà que la santé gynécologique, c'était un sujet, mais ce micro-test m'a fait réaliser à quel point, d'abord, non seulement il y a une ignorance absolue des hommes sur ce sujet, mais aussi, il y a beaucoup de femmes qui restent complètement sans réponse à leurs questions, que cela concerne leurs règles, l'endométriose, l'après-ménopause ou encore la ménopause. Ces deux sujets étant sans doute ceux qui sont les moins bien connus de tous, car personne ou presque n'en parle. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir posé toutes ces questions à Olivier, qui a un compte Instagram qui s'appelle Mon Gynéco et qui est suivi par un peu plus de 900 000 personnes. Avec Olivier, pendant 1 heure et demie, on prend le temps de répondre à toutes vos questions. C'est un épisode qui, du coup, est extrêmement instructif pour les hommes, mais évidemment aussi pour les femmes. Les hommes d'abord parce qu'ils ont forcément raté la compréhension de ces sujets, je pense. Mais les femmes, vous allez trouver des tonnes de réponses aux questions que vous vous posez. Et j'espère que ça va vraiment vous plaire. Ça peut vous paraître étrange d'avoir deux hommes qui parlent de ce sujet, mais je suis sûr que vous allez adorer. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Olivier, comment ça va aujourd'hui ? Salut Greg, ça va très très bien aujourd'hui. On va parler d'un sujet important, essentiel. Étrangement, ce que je te disais juste avant, c'est qu'on est deux hommes et ça peut sembler étrange qu'on en parle de sujets entre mecs, entre guillemets. Et en même temps, peut-être que ma première question, c'est qu'est-ce que tu aimerais dire aux hommes sur la santé féminine ? 3 choses importantes qu'ils doivent savoir et qu'ils ne comprennent pas. Général ou un peu focus sur ce qu'elle vit au quotidien ? Comme tu le sens. Je pense que les hommes et les femmes, on est très différents. Que ça explique peut-être ce qu'on vit aujourd'hui. On a l'impression qu'on a parfois du mal à se comprendre. Et c'est lié en partie au fait que nous, les hommes, on perçoit pas assez, je pense, ce que vivent les femmes. Ce que vivent les femmes au quotidien, ce que vivent les femmes dans leur vie de mère, dans leur vie de femme, dans leur vie de femme qui travaillent, et ce qu'elles vivent dans leur santé, et dans leur santé gynécologique plus particulièrement. Et plus j'avance dans ma pratique de gynécologue, de médecin, et plus je me rends compte à quel point les différences qui existent entre la santé des femmes et la santé des hommes sont très 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 importantes. On est très éloignés sur le plan de la santé. Et la santé des femmes, pour moi, est quelque chose de beaucoup plus complexe que la santé des hommes, beaucoup moins linéaire, avec énormément d'expériences différentes au cours de la vie, avec des fluctuations hormonales, avec éventuellement les grossesses, avec des maladies qui leur sont vraiment propres. On en parlera peut-être, comme l'endométriose, comme les cancers du sein qui peuvent toucher aussi l'homme, mais qui touchent quand même en grande majorité les femmes, les fibromes, le syndrome des ovaires polykystiques. Il y a énormément de maladies qu'elles ne partagent pas avec nous. Et nous, finalement, quand on réfléchit, les seules choses qu'on partage pas avec elles, c'est notre prostate et nos testicules. Finalement, c'est pas énorme, quoi. Et d'ailleurs, en préparant l'épisode, je me suis fait la remarque que moi, je pense jamais été voir un médecin spécialisé. Enfin, tu vois, Ça existe pas. alors que... Comment ? Ça existe pas vraiment, tu vois. Nous, on n'a pas de Oui, c'est ça. on n'a pas de suivi, Un urologue. on n'a pas de suivi andrologique, tu vois. Non. Alors, les urologues, ça existe, mais ils vont intervenir pour des pathologies particulières. Ils s'occupent des calculs, ils s'occupent de la prostate, ils vont s'occuper éventuellement des problèmes d'érection, des cancers du rein, de la vessie, mais aussi bien pour les hommes que pour les femmes, finalement. Et nous, les hommes, on va voir un urologue à partir de 50 ans pour le dépistage du cancer de la prostate, tu vois, de manière systématique. Mais on va pas y aller pour un suivi andrologique. Il y a aussi les andrologues qui existent, mais c'est une spécialité qui est quand même assez confidentielle et qui s'intéresse surtout aux problèmes hormonaux des hommes. Donc là, encore une fois, on est dans le problème. Et on n'a pas de suivi andrologique organisé, contrairement au suivi gynécologique qui est très utile pour dépister pas mal de maladies.
On m'a fait la remarque sur Instagram qu'il y avait un certain nombre de femmes qui n'allaient pas voir de gynécologue de manière Mm. régulière. Euh, Est-ce que c'est un problème déjà, premièrement? Et ensuite, est-ce que est-ce qu'il y a une statistique là-dessus? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont peu voir de gynécologue? Je sais aussi qu'il y a très peu de gynécologues en France par ailleurs, donc Alors, c'est aussi un sujet. pour répondre à ta première question, pourquoi c'est un problème? C'est un problème. Moi, je pense que c'est un problème parce que cette consultation de suivi gynécologique annuelle, en théorie, ça nous permet d'aborder beaucoup de préoccupations et de dépister beaucoup de problèmes et de régler beaucoup de problèmes du quotidien des femmes. Il y a toujours quelque chose à régler. Ça peut être un problème de contraception, ça peut être un problème de fertilité ou des questionnements de la femme sur sa fertilité et sur ses projets éventuels de grossesse. Ça peut être des symptômes qu'elle considère comme normaux et qui en fait sont anormaux et qui peuvent révéler une maladie sous-jacente, par exemple des règles douloureuses et hémorragiques. Et si on lui a dit toute sa vie que c'était normal d'avoir des règles douloureuses et hémorragiques, si elle va pas voir un professionnel une fois par an pour en discuter ou qui va lui poser la question, elle peut vivre comme ça pendant des années, s'habituer à la douleur ou à des règles hémorragiques alors que c'est pas du tout normal et qu'il peut y avoir une maladie en dessous à traiter pour améliorer son confort de vie. On a toujours des choses à régler lors de ces consultations. Déjà une consultation, moi je trouve de 15-20 minutes parce que c'est la moyenne des créneaux de consultation en France pour le suivi gynécologique. C'est déjà très peu une fois par an pour régler tous ces problèmes et pour aborder, pour qu'elle puisse poser toutes les questions et que nous on puisse chercher des soucis. Alors pourquoi j'ai pas de statistiques si tu veux, sur le nombre de femmes qui sont pas suivies régulièrement, mais les causes, c'est pour moi il y en a deux. La première, c'est des difficultés d'accès. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire aux femmes, il faut consulter tous les ans pour votre suivi gynécologique, mais si quand elles vont sur certaines applis de prise de rendez-vous que je ne citerai pas, elles ont rendez-vous 6 mois après ou on leur propose un rendez-vous 1 an après pour régler un problème qu'elles ont maintenant, c'est très embêtant. On essaye d'améliorer les choses en ouvrant les possibilités de suivi gynécologique. Les médecins généralistes peuvent faire du suivi gynécologique. Les sages-femmes, depuis 2009, ont le droit de faire du suivi gynécologique et de parler de contraception et de prescrire des examens et des médicaments et plein de choses. Et c'est très bien. Donc ça, il faut vraiment faire passer le message sur cet accès aux sages-femmes pour pour les suivis gynécologiques des femmes. Mais c'est vrai qu'il y a des grandes difficultés d'accès. Il y a des déserts médicaux, mais même dans les grandes villes. Moi, je travaille à Aix-en-Provence, les femmes ont du mal à prendre rendez-vous. J'ai des femmes qui sont à Paris ont aussi parfois du mal à prendre rendez-vous. Ça a un coût parce que beaucoup de gynécologues installés en libéral comme moi, on est en secteur 2, ça veut dire que l'intégralité de la consultation n'est pas remboursée, en tout cas par la sécurité sociale. Donc c'est pas rien pour beaucoup de femmes. Les mutuelles ne remboursent pas toujours ce qu'il faut. Bon, il y a pas mal de raisons quand même. Et puis il y a aussi peut-être la crainte d'aborder ces sujets encore pour certaines femmes, de parler en toute liberté de leur intimité, de se déshabiller pour l'examen gynécologique, la peur de ne pas être respectée, le parcours personnel de chacune, est-ce qu'elles ont subi des violences gynécologiques ou des violences sexuelles dans leur parcours personnel. Enfin, il y a plein d'explications qui peuvent rendre ce rendez-vous annuel difficile. On va y revenir un peu plus tard, pas tout de suite, mais on va revenir à l'écoute du gynécologue par ailleurs. Est-ce que c'est quoi les 5 questions essentielles qu'on t'a posées sur ton compte Instagram et qui te semblent oui, vraiment importantes à traiter? Les questions qui reviennent souvent, c'est énormément de questions autour de la contraception, la peur de la contraception hormonale notamment, le risque de cancer, le risque de perturber son équilibre naturel et son cycle hormonal naturel, potentiellement en pensant à d'éventuels impacts sur la suite de sa vie, sur la fertilité, sur tout ça. Donc ça, la contraception, c'est vraiment un sujet qui est au cœur des préoccupations des femmes, parce que il faut bien l'avouer, c'est quand même les femmes qui s'en occupent et qui gèrent ça dans la grande majorité. La peur beaucoup de questions sur leur difficulté à être écoutées sur certains symptômes qui leur pourrissent la vie quotidienne. Je pense encore une fois à des problèmes de cycle et aux règles, de pas être suffisamment écoutées. Donc elles posent beaucoup de questions, elles interpellent énormément sur ce sujet-là. La fertilité, c'est vrai que à la fois on se rend compte que beaucoup de gens n'ont plus ou pas envie de faire de bébés.
En France, enfin, dans tous les pays européens, avec les derniers chiffres, la natalité qui viennent de tomber, qui sont catastrophiques. Dans le monde entier. Hein. En même temps, il y a quand même une grande angoisse autour du thème de la fertilité, avec beaucoup de gens qui consultent pour ces préoccupations, des femmes qui ont des désirs de grossesse, mais des désirs de grossesse de plus en plus tardifs, donc c'est souvent un petit peu plus difficile. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi un sujet important. Fertilité, contraception, être écouté pour les symptômes, avec l'endométriose, on parle beaucoup d'endométriose aussi, bien évidemment. Et puis on a l'impression qu'il y a beaucoup de nouvelles maladies un petit peu qui arrivent, moi que je vois dans mon cabinet, et que je vois aussi à travers les DM que je reçois sur les réseaux, et des maladies qui sont très peu connues. Non seulement les femmes sont mal informées de ce qu'elles ont, elles connaissent pas bien tout ça, mais même nous, les médecins, on a parfois du mal à leur apporter des réponses complètes, parce qu'il y a beaucoup de maladies on a l'impression qu'on voit de plus en plus souvent, et il y a un manque dans leur prise en charge. On a des difficultés diagnostiques, on a aussi des difficultés thérapeutiques, parce qu'on ne sait pas tout et on n'est pas capable de tout guérir. Si je devais citer 2 maladies, bien sûr, il y a l'endométriose et puis le syndrome des ovaires polykystiques. C'est des maladies qu'on voit de plus en plus et qu'on a du mal à expliquer. Donc il y a beaucoup d'interrogations sur tous ces sujets. J'aimerais commencer par la fertilité, parce que je pense que, comme tu l'as dit, c'est un sujet qui est majeur. Et une des questions, c'est vrai que... Alors d'abord, évidemment, on parle beaucoup de la fertilité des femmes, on parle jamais de la fertilité des hommes, et j'ai l'impression que c'est un énorme sujet, mais qui est complètement tabou. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai jamais fait de test pour savoir si j'étais fertile. Et je pense que chez les mecs, c'est vraiment un truc... Et souvent, les femmes prennent Enfin, j'ai l'impression qu'elles prennent la charge, mais dans plein de couples que je connais, le problème, il vient de l'homme. Donc ça, c'est le premier truc. Et la deuxième chose, c'est quoi les principaux facteurs qui impactent la fertilité chez la femme? C'est 2 questions différentes, mais... Alors, comme tu le dis bien, il y a des facteurs masculins et des facteurs féminins. Les problèmes de fertilité ne sont pas réservés, bien sûr, à la femme. Et puis, dans un certain nombre de cas, dans 15 à 20% des cas, on ne sait pas, on ne trouve pas d'explication. C'est l'infertilité inexpliquée. Frustration. Ouais. Donc, et ça crée effectivement une frustration. Pourquoi ça marche pas? Tous les examens sont normaux des 2 côtés. La fertilité, c'est un équilibre, une alchimie qui est très complexe et qui la plupart du temps déjà n'est pas figé dans le temps. Il peut y avoir des moments où la fertilité est meilleure que d'autres dans la vie d'un homme ou d'une femme. Ça, c'est la première chose. Très complexe, ça veut dire qu'il y a plein d'étapes différentes et toutes ces étapes doivent être validées pour que ça fonctionne. Bien sûr, il faut du côté de l'homme la possibilité d'avoir des érections de qualité, parce qu'on n'y pense pas, mais si on n'a pas des rapports réguliers et des rapports complets, c'est-à-dire qui aboutissent à une éjaculation, ça limite les possibilités d'être enceinte. Donc ça, c'est le premier step. Il faut que le sperme soit de qualité, avec un nombre de spermatozoïdes, une qualité des spermatozoïdes suffisante. Et du côté de la femme, il faut que la glaire cervicale, c'est un mucus qui est fabriqué par les cellules à l'intérieur du col de l'utérus et dont l'épaisseur et la qualité varient en fonction des moments du cycle, soit perméable pour laisser passer les spermatozoïdes. Il faut que du côté de l'ovaire, il y ait un nombre d'ovules suffisant, une qualité de l'ovulation suffisante. Il faut que les trompes soient perméables pour amener l'ovule à la rencontre des spermatozoïdes. Il faut que la trompe fonctionne bien pour amener l'œuf, l'embryon, jusqu'à la cavité utérine pour qu'il puisse s'y fixer. Il faut que la cavité utérine soit accueillante. Ça veut dire avec un endomètre, cette couche interne glandulaire à l'intérieur de la cavité utérine, qui soit suffisamment épais et vascularisé, pas inflammatoire, pour que l'embryon puisse s'y fixer et se développer. Donc tu vois, il faut que toutes ces étapes soient respectées pour réussir à obtenir une grossesse, cette grossesse, que cet embryon se niche dans la cavité utérine et qu'elle se développe. Et à chaque étape, il peut y avoir des problèmes. Il y a beaucoup de maladies, et notamment chez la femme, qui peuvent impacter sur différentes étapes. Si on reprend l'exemple de l'endométriose, qui est un bon exemple, l'endométriose, ça peut altérer la fertilité, pas toujours, mais dans 40% des cas des femmes qui en souffrent, par différents mécanismes, ça joue au niveau de la quantité d'ovules, de la qualité de l'ovulation. Il y a une inflammation, il peut y avoir des adhérences qui peuvent boucher les trompes, il peut y avoir une inflammation et des facteurs inflammatoires qui peuvent altérer les ovaires, mais aussi l'utérus pour gêner l'implantation de l'embryon. Donc, tous ces facteurs sont à étudier pour essayer d'aider les couples ou les femmes seules à être enceinte. L'autre info importante, tu dis, moi, j'ai jamais fait de bilan de fertilité.
En fait, le bilan de fertilité, on en a pas mal parlé l'année dernière, et moi j'en ai parlé parce que ça a été notre président de la République qui, au vu de la baisse de la natalité, a dit allez, on va faire des bilans de fertilité à tous les jeunes de 25 ans pour comprendre. Ça n'existe pas en fait le bilan de fertilité. C'est-à-dire qu'on n'a aucun examen radiologique ou biologique, nous médecins, qui nous permettent d'affirmer de manière certaine à un homme ou à une femme, le jour où vous allez avoir envie de faire un bébé, ça va marcher, ou au contraire, ça va pas marcher, il faudra vous aider. Sauf dans des cas très particuliers. Bien évidemment, une femme à qui on a retiré les 2 trompes suite à une infection, elle pourra pas être enceinte naturellement, mais c'est quand même assez exceptionnel. Mais on n'a pas, et ça c'est très important à comprendre, le seul vrai test pour savoir si ça marche, c'est d'essayer. Ok. Et le stress aussi, j'ai cru comprendre que ça avait un impact extrêmement fort à ce que tu disais. Le stress, ça peut jouer. Le stress, c'est pour moi, en tout cas, qui suis médecin, tu sais, nous, on est assez cartésien et scientifique. Le stress, c'est quelque chose qui est très difficile à quantifier et dont l'impact est très difficile à quantifier. C'est-à-dire que dans la liste des causes, ça va être la cause finale, c'est-à-dire quand on fait tous les bilans et qu'on trouve rien, on va dire bon, bah peut-être que vous êtes stressé, mais c'est les patientes qui me disent oui, j'arrive pas à être enceinte, je pense parce que j'ai un blocage, je suis stressé. On me dit qu'il faut que j'arrête d'y penser. Et la meilleure manière de pas y arriver. et moi, je rigole toujours quand j'entends ça, pas pour bien sûr pas pour me moquer de la patiente qui est en face de moi, mais pour me moquer de la personne qui lui a dit ça, parce que évidemment que quand on a ce désir de grossesse et d'avoir un enfant, on peut pas faire autrement que d'y penser tout le temps. Enfin, Bien sûr. C'est comme ça. Donc, mais oui, effectivement, il faut aider aussi pour essayer de lutter contre le stress, la fatigue morale, psychologique, la dépression, tout ça, ça peut jouer. Oui. Est-ce que la pilule, ça a un impact sur la fertilité si, par exemple, une femme prend la pilule depuis très longtemps? Est-ce qu'elle doit faire des pauses pour reposer son organisme? Moi, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, de mon point de vue et en tant qu'homme, je prends pas de pilule particulière. Enfin, en tout cas, ça n'existe pas, mais en tout cas, je fais rien pour couper ma fertilité. Et donc, je considère que c'est à moi de me protéger, par conséquent. Et j'ai tendance à inviter les femmes avec lesquelles je suis à couper la pilule. Mais je suis curieux de comprendre comment toi, comment tu vois en tant que médecin. Je vois la pilule comme un outil. Un outil qui médicamenteux, qui peut avoir des effets positifs, thérapeutiques, contraceptifs intéressants pour certaines femmes, mais qui, comme tous les médicaments avec des substances actives, notamment des substances hormonales, peut avoir un impact négatif, a des effets indésirables et a des contre-indications qu'il faut respecter pour pas mettre en danger parfois la santé et la vie des femmes. Sur la question particulière de l'impact de la pilule sur la fertilité, la pilule n'a pas d'impact sur la fertilité. Une femme, quand elle arrête sa pilule, on dit et c'est une réalité, qu'elle retrouve sa fertilité d'avant. C'est-à-dire que si ça marchait bien avant, le jour où elle va arrêter sa pilule, ça marchera bien après. Et si ça marchait pas avant, ça marchera pas après. La pilule va pas changer ça fondamentalement. Okay. Avec le petit facteur quand même qui est l'âge. C'est-à-dire que une femme qui va commencer sa pilule à 15 ans, parce que c'est vrai que ou en tout cas c'était le moyen de contraception qu'on proposait le plus aux jeunes femmes, et qui va la prendre pendant 20 ans et qui va l'arrêter, pendant 20 ans, sa fertilité aura déjà changé par rapport à son âge, tu vois. Donc, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui font un peu parfois le raccourci entre voilà, j'ai pris la pilule depuis mes 20 ans, j'arrête à 28 ans pour faire un enfant, ça fonctionne pas, donc c'est la pilule qui abîme ma fertilité. Non, on sait pas, parce que probablement que la fertilité au départ était pas extraordinaire. Et la fertilité, la pilule, quand je te dis qu'elle a un rôle thérapeutique dans certaines maladies, elle va pas guérir les maladies, bien sûr, mais elle peut améliorer la qualité de vie de certaines femmes, pas de toutes, et aussi bloquer l'évolution de certaines maladies. Donc là, elle peut être intéressante, même si elle les guérit pas. Quant aux pauses dans la prise d'une pilule, moi, c'est vrai que je suis beaucoup moins dogmatique qu'avant. C'est-à-dire que avant, quand une femme prenait la pilule, tout allait bien, je lui faisais automatiquement son ordonnance, elle repartait avec sa pilule. Aujourd'hui, je fais beaucoup plus attention, je réfléchis avec elle sur l'opportunité de continuer sa pilule. Est-ce qu'il n'y a pas
à ce moment-là de sa vie d'autres moyens de contraception qui seraient plus adaptés, plus pratiques pour elle. Il faut toujours se remettre en question et toujours discuter avec les patientes pour voir. Les patientes qui sont célibataires ou qui ont des relations sexuelles très épisodiques, j'ai tendance à leur dire arrêtez votre pilule, ça vous ferait du bien de retrouver votre cycle naturel. Vous retrouverez votre corps, vous retrouverez votre cycle, ça vous fera du bien. Protégez-vous bien sûr pour pas vous retrouver dans des situations délicates, mais c'est quelque chose que je propose de plus en plus souvent. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses du stérilet? Je sais que ça peut être douloureux, en tout cas la position d'un stérilet pour certaines femmes. C'est pas forcément douloureux pour tout le monde, mais pour certaines femmes ça l'est. Est-ce que c'est une solution qui est efficace? Est-ce que ça diffuse autant d'hormones dans le corps? Est-ce que ça a autant d'effets? Il y a deux types de stérilés, tu peux le savoir, il y a les stérilés au cuivre et les stérilés hormonaux, les stérilés au cuivre. Donc les deux, ce qu'ils ont en commun, c'est que c'est des contraceptions de longue durée réversibles, plutôt pratiques en termes de charge mentale et d'efficacité contraceptive, puisqu'on peut pas les oublier. Les deux stérilés ont la forme d'un T majuscule, avec deux petits bras sur les côtés et une branche verticale principale. Dans le stérilet au cuivre, cette branche verticale, elle est entourée d'un fil de cuivre. Parfois, il y a aussi une petite bague argent en plus, qui n'a pas grand intérêt, mais ça dépend des stérilés. Donc lui, il est mécanique. On appelle ça le stérilet mécanique, le stérilet au cuivre. Il ne contient aucune hormone. Et lui, en fait, son rôle, ça va être de créer une inflammation à l'intérieur de la cavité utérine. Et il va inactiver les spermatozoïdes. Donc, dans la majorité des cas, il n'y a pas de fécondation. Ça, c'est important à dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que son mécanisme d'action est uniquement abortif. C'est-à-dire qu'il n'empêche pas la fécondation, mais qu'il va empêcher la nidation de l'embryon. Il agit avant le stérilet au cuivre. Dans la majorité des cas, encore une fois, il inactive les spermatozoïdes, donc il n'y a pas de fécondation. Et si jamais il y a une fécondation, ce qui peut arriver dans un certain nombre de cas, effectivement, l'œuf va pas pouvoir s'accrocher dans la cavité utérine. Donc ça, c'est le stérilet au cuivre. Et le stérilet hormonal, lui, donc il est complètement en plastique. Il contient de la progestérone, un progestatif qui s'appelle le lévonorgestrel, qui va libérer à l'intérieur de la cavité utérine et qui va agir à différents moyens. Je te parlais de la glaire cervicale tout à l'heure. Il va rendre cette glaire cervicale imperméable au passage des spermatozoïdes. Il va aussi inactiver les spermatozoïdes. Et en plus, il va atrophier l'endomètre, c'est-à-dire empêcher cette couche glandulaire interne dans l'utérus de pousser pour pas qu'il y ait de fécondation ni de nidation. Donc, il est très efficace sur le plan contraceptif. Ce stérilet hormonal, on va le proposer aux femmes qui ont des règles pénibles, hémorragiques, longues, en priorité, puisqu'il va, en même temps d'avoir une efficacité contraceptive, traiter ce symptôme gênant pour les femmes. Ou alors, on peut aussi le proposer aux femmes qui n'ont pas envie d'avoir leurs règles, parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas envie d'avoir leurs règles, ça les gonfle. Et ça peut être un moyen de les arrêter. Et c'est pas dangereux d'arrêter les règles. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Alors que le stérilet au cuivre, lui, comme il a aucune hormone et qu'il a cet effet inflammatoire, il va prolonger un peu et rendre les règles plus abondantes. Donc c'est vrai que pour les femmes qui ont des règles douloureuses et ou hémorragiques, on va tendance à éviter ce stérilet au cuivre. Après la pause, c'est très variable. Moi, à chaque fois que je fais un sujet sur le stérilet, sur les réseaux, ou que je parle de la pause du stérilet, j'ai toujours deux camps dans mes commentaires. Le camp des femmes qui disent comment vous pouvez dire que ça fait pas mal. Moi, ça a été abominable. Ou à l'inverse, le camp de ceux qui disent pourquoi vous dites que ça peut faire mal. Moi, j'ai eu 5 stérilés dans ma vie, j'ai jamais eu mal. Ça fait pas mal. En fait, il y a des situations où ça peut faire mal et des situations où on sait que le risque de douleur est très très faible. Aujourd'hui, par exemple, on pose de plus en plus de stérilés aux jeunes femmes qui n'ont pas eu d'enfants. C'est devenu le moyen de contraception numéro 1 en France, le stérilet, devant la pilule maintenant. Ah bon? Ouais. Et c'est lié au rejet de la pilule et des hormones et au fait que les professionnels de santé proposent de plus en plus souvent le stérilet, ce qui est une bonne chose. Donc on peut, par exemple, poser un stérilet à une femme qui a jamais été enceinte, c'est plus douloureux que de poser un stérilet à une femme qui a accouché 3 fois par voie vaginale. Pour des raisons purement mécaniques que tout le monde comprend. Le col s'est ouvert, donc ça fait moins mal quand on passe le col. Poser un stérilet à une femme qui a accouché par voie basse, c'est plus facile que de poser un stérilet à une femme qui a eu que des césariennes. Poser un stérilet à une femme de 25 ans, c'est plus facile que de poser un stérilet à une femme de ménopausée, enfin pas ménopausée, on va pas mettre un stérilet à une femme ménopausée, c'est con ce que je dis, mais à une femme qui de 45 ans, dont le dernier accouchement date d'il y a 20 ans, tu vois, parce que le col s'est refermé, et voilà. Donc nous, professionnels de santé, on est capable normalement de dire à une femme, pour vous madame, je pense que la pause, ça va être simplexe et pas douloureux, vraiment n'ayez pas de crainte particulière à ce sujet, ou à d'autres
qui demande un stérilet. Nous, on sait que la pause risque d'être un petit peu douloureuse. Informer la patiente que ça risque d'être un petit peu douloureux. Éventuellement, lui prescrire des antalgiques avant la pause pour que ça lui fasse moins mal. Lui dire de prévoir un petit peu de temps après la pause pour rester tranquille et pas reprendre sa voiture tout de suite. Poser le stérilet au moment des règles, parce qu'à ce moment-là, le col il est un petit peu plus ouvert et on sait que ça facilite la pause. Donc, on a des petits trucs comme ça pour les pauses potentiellement difficiles pour limiter la douleur. Je vais poser une question idiote peut-être, mais est-ce qu'on peut pas faire des anesthésies locales pour ce genre de... Et je pense à la souffrance de toutes les... Enfin, pas de toutes, mais de beaucoup de consultations gynécologiques. En tout cas, il y a beaucoup de femmes qui disent il y a de la douleur d'une manière ou d'une autre, et je me demande pourquoi on en est encore là, en fait. Pour la pose du stérilet, en fait, comment ça se passe une pose de stérilet? Il y a plusieurs moments de la pose du stérilet qui peuvent être douloureux. Ça arrive qu'on soit obligé d'utiliser une pince pour mettre sur le col. Dans la majorité des cas, on n'utilise pas de pince. Ça rentre sans mettre de pince sur le col. Mais parfois, pour les poses difficiles, on doit mettre une pince sur le col. Donc, on pince le col, ça peut faire mal. Le passage du col de l'utérus, avant de poser un stérilet, on utilise ce qu'on appelle un hystéromètre. Souvent, c'est une petite tige en plastique qui sert à dilater un petit peu le col de l'utérus et à mesurer à l'intérieur de la cavité utérine. Et on va buter sur le fond. Et en fait, la mesure, il y a une graduation dessus. Ça va nous dire à quelle profondeur il faut qu'on mette le stérilet. Et l'autre moment qui peut être douloureux, c'est quand on va injecter, c'est comme une injection, le stérilet à l'intérieur de la cavité utérine, qui va s'installer et qu'on va bien le caler au fond de la cavité utérine. Donc il y a des douleurs au moment au niveau du col, et puis des douleurs aussi au niveau du corps de l'utérus. Et en plus, juste après la pose, l'utérus, c'est du muscle, l'utérus, il peut avoir tendance à se contracter un petit peu, et ça aussi, ça peut donner des douleurs. Donc il y a plein de mécanismes différents qui peuvent faire mal. Si on voulait faire une anesthésie locale, par exemple, on va pas faire une anesthésie loco-régionale pour poser un stérilet, tu vois, on va pas faire une anesthésie générale ou une péridurale. Une anesthésie pour poser un stérilet serait trop lourd pour ce geste-là. Si on se pose ce genre de questions, ça veut dire que le moyen de contraception est pas forcément adapté pour la patiente, tu vois. L'anesthésie locale, quand on fait une anesthésie locale, on pique au niveau du col de l'utérus et on va pas avoir un effet sur la douleur de l'hystéromètre qui bute au fond de l'utérus. On va pas avoir un effet sur la douleur du stérilet qui écarte ses petits bras dans la cavité utérine. On va pas avoir un effet sur la douleur de l'utérus qui se contracte pour chasser ce corps étranger qu'on vient de lui mettre. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle il n'y a pas vraiment de fondement médical pour dire que si je pique le col de ma patiente pour anesthésier son col, ça va améliorer les choses ailleurs. Et l'autre raison, c'est que quand on fait une anesthésie locale, le fait de piquer le col 2, 3 ou 4 fois pour faire une anesthésie locale, oui, ça fait mal. Par définition. Donc, moi, l'attitude que j'ai, c'est quand j'ai une patiente qui a trop mal, ou je sais qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont réunis pour que la pose soit compliquée et difficile. Je te l'ai dit tout à l'heure, utérus rétroversé, un col tout serré, que des césariennes, jamais d'accouchement. Je vais plutôt réfléchir à d'autres moyens de contraception pour éviter la douleur en évitant la pose, tu vois. Après, l'anesthésie, c'est sûr que après une interruption volontaire de grossesse ou après un geste sous anesthésie générale, si on en profite pour poser un stérilet, ça m'arrive, tu vois, de le faire, mais parce que c'est un geste que j'associe à un petit geste chirurgical. Mais sinon, non. Et pour les autres moments de la consultation gynécologique, le truc le plus douloureux, moi je trouve, et le plus gênant pour beaucoup de femmes, c'est la pose du spéculum. La pose du spéculum, c'est cet instrument qu'on met à l'intérieur de la cavité du vagin pour écarter les parois vaginales pour accéder au col de l'utérus pour poser un stérilet par exemple, mais aussi pour faire un frottis, pour regarder l'aspect des pertes, pour regarder l'aspect du col, chercher des signes éventuellement d'infection à papillomavirus ou des choses comme ça. C'est à ça que ça sert. C'est vrai que cette pose de spéculum, quand le vagin est un petit peu sec ou quand la patiente a peur d'avoir mal ou quand la patiente a mal et souffre par exemple de douleurs lors des rapports ou de vaginisme ou de choses comme ça, il faut bien expliquer à la patiente ce qu'on va faire. Moi, c'est un truc ça globalement en médecine, mais surtout en gynécologie. Je suis convaincu que plus on informe, plus on explique, moins on fait mal. Moins on surprend. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais le vaginisme, comment on explique le vaginisme ? Le vaginisme, c'est une contraction réflexe des muscles à l'entrée du vagin qui empêche toute pénétration. Mais toute pénétration, c'est-à-dire que les femmes qui souffrent c'est pas uniquement les rapports sexuels, les femmes qui souffrent de vaginisme, elles peuvent pas se mettre un ovule pour traiter une mycose, elles peuvent pas
mettre un tampon pour traiter une mycose. Et ce vaginisme, il peut être la première chose à faire quand une femme vient pour ça, c'est de chercher une pathologie gynécologique ou autre qui peut provoquer des douleurs chroniques et qui peut entraîner un vaginisme secondaire, c'est-à-dire qu'à force d'avoir mal tout le temps, on anticipe la douleur, on se contracte et il n'y a plus rien qui peut rentrer, pour dire les choses clairement. Et puis il y a aussi bien sûr des causes psychologiques et très souvent en lien avec des violences sexuelles vécues par la patiente. Donc ça, c'est des questions qu'il faut poser quasiment systématiquement. Et d'ailleurs, on le voit, moi je le vois dans ma pratique quotidienne quand j'examine une femme, quand elles ont peur qu'elle s'installe sur la table, que je leur explique ce que je vais faire, et rien que le fait d'approcher le spéculum avant même de toucher la patiente, t'as des femmes qui se contractent, qui serrent les jambes, qui remontent sur la table, qui ont mal. Moi, je dis souvent qu'elles ont mal avant d'avoir mal, tu vois. Elles anticipent la douleur, et donc là, il faut se poser un peu et discuter. Oui. D'ailleurs, il y a une personne qui me suit sur Instagram qui m'a demandé est-ce que ça serait pas possible que le gynéco ait une petite caméra sur son front pour qu'on puisse voir ce qu'il fait. Je m'attendais pas à cette question et je me suis demandé ce que tu réponds. Ça rejoint ce que je te dis sur l'information. Quand on cache rien et quand les femmes le sentent, elles sont beaucoup plus en confiance et ça facilite beaucoup l'examen gynécologique. Moi, par exemple, je fais un examen qui s'appelle la colposcopie. La colposcopie, c'est un examen qui permet de diagnostiquer les lésions précancéreuses du col de l'utérus liées au papillomavirus. Okay. Les femmes, elles font des frottis pour dépister les lésions précancéreuses du col et on recherche le papillomavirus. Et quand le frottis est pas normal, ça déclenche cet examen. On doit faire une colposcopie pour explorer un peu plus le col de l'utérus. C'est un examen qui fait peur aux femmes parce que souvent, parce qu'elles savent pas, quoi. En fait, ça consiste à regarder le col avec des jumelles à fort grossissement. On met des colorants dessus, on fait des photos. Et ça permet de repérer les zones où les cellules ont été un petit peu abîmées par le papillomavirus. Et parfois, on fait une biopsie avec une petite pince très rapide sur la zone en question. Donc, c'est un examen qui fait peur aux femmes. Moi, j'en fais toutes les semaines. Et j'ai un colposcope qui me permet à la fois de voir, mais qui est relié à un ordinateur portable avec un écran, avec l'image du col de la patiente. Et je propose systématiquement à la patiente de regarder son col pour qu'elle voit ce que je fais. Parce que sinon, elle voit pas ce que je fais. Et c'est le fait. Non, bien sûr. Et c'est le fait de pas voir, de pas comprendre ce qui se passe exactement à l'intérieur de son propre corps, que quelqu'un est en train de regarder, de toucher et de biopsier. C'est ça qui est extrêmement angoissant et qui va déclencher une anxiété et potentiellement une douleur. Alors que la patiente, quand je lui dis est-ce que vous voulez regarder le col, au début elles sont surprises. Très souvent elles me disent ah non, c'est dégueulasse. Ah oui. Ouais, elles savent pas. Et puis elles regardent et ça les fait marrer et je leur explique. Là, vous voyez, on voit le col. Ça, c'est l'entrée du col. Si vous avez eu un bébé, c'est par là qu'il est passé. Si un jour vous avez un bébé, c'est ce que vous accouchez, c'est ça qui se dilate et qui laisse passer le bébé. Et puis tu leur parles et moi je leur parle d'autres choses et je leur dis plein de trucs au niveau de leur col, de l'utérus. Et en même temps, je fais ce que j'ai à faire et elles ont pas mal. Alors, est-ce que c'est de l'hypnose? Est-ce que c'est, j'en sais rien, tu vois, je suis pas. Non, c'est juste de l'empathie, je crois. Et ouais, puis on déconnecte quelque chose dans le cerveau, mais quand on montre les choses et quand on explique les choses, ça se passe beaucoup mieux. Et sur la gynécologie, mais aussi dans les relations hommes-femmes en général, je pense que les femmes ont été maintenues dans l'ignorance et notamment de l'ignorance de leur propre corps et de leur propre santé, qu'elles ont l'impression d'en avoir été dépossédées et que lutter contre ça, c'est très important. Mais déjà, je me suis rendu compte qu'il y a très peu de femmes qui regardent leur sexe. Ouais. Ou qui ont regardé avec un miroir, simplement leur sexe, voir à quoi ça ressemble. Et parce que ça peut, effectivement, tu disais, c'est dégueulasse, il y a des femmes qui pensent que leur sexe est sale d'une certaine manière. C'est très triste, mais... Et il y a beaucoup de femmes qui connaissent pas leur sexe, ce qui est assez paradoxal parce que quand on est sur les réseaux, on voit plein de comptes de vulgarisation à ce sujet, de sexologues, je pense à Orgasme et moi par exemple, où on a l'impression que la parole s'est beaucoup libérée. Mais en fait, je pense que c'est vraiment qu'une impression, malheureusement, et qu'il y a beaucoup de femmes qui savent pas comment est leur corps et notamment leur sexe. Par exemple,
Moi, c'est quelque chose que je vois très souvent dans mon cabinet. C'est des patientes qui se pointent en panique, tu vois, vers 45-50 ans, à l'approche de la ménopause, parce que elles font leur toilette, elles sentent un truc un peu inhabituel et elles regardent leur sexe avec un miroir pour la première fois à 45 ans. Waouh. Tu vois. Et elles sont choquées par ce qu'elles voient, parce qu'elles s'y attendaient pas, parce qu'elles connaissaient pas, ou parce que il y a un truc qui les heurte. Et elles viennent dans mon cabinet en urgence en disant j'ai une boule, j'ai un truc qui dépasse, c'est pas comme d'habitude, qu'est-ce que c'est que ça et tout. Je les rassure, je leur montre. Et c'est quelque chose vraiment d'assez fréquent. Donc et en plus l'aspect d'un sexe féminin, l'aspect d'une vulve, ça évolue tout au long de la vie, tu vois. Bien évidemment, à 20 ans, on n'a pas la même vulve qu'à 35 ans et qu'à 55 ans. C'est quelque chose qui change, comme le reste du corps, tu vois. Et d'une femme à l'autre aussi. Exactement. Et si on s'intéresse pas, alors je dis pas qu'il faut absolument se mater tous les matins la vulve avec un miroir pour noter les changements et voilà. Mais je pense que c'est intéressant de regarder de temps en temps et d'accepter le fait que ça évolue. Pourquoi ça évolue ? Ça évolue en fonction des hormones, c'est-à-dire que chez la femme, tous les tissus, y compris la peau d'ailleurs, sont soumis aux variations hormonales du cycle et de la vie. Donc, il peut y avoir des modifications en fonction de ça. Il peut y avoir des modifications, bien sûr, en fonction des grossesses et des accouchements. Et moi, je le dis toujours à mes patientes que je vois. Maintenant, je fais plus d'obstétrique, mais j'en ai fait pendant très longtemps. Mais je vois encore en consultation des femmes qui ont accouché il y a pas très longtemps avant. C'est une des premières choses que je leur dis, pas pour leur faire peur, mais pour leur expliquer que quand on a accouché par voie basse, notamment, eh ben on est différente et on restera différente. Donc ça veut pas dire que ce sera moins bien, notamment sur le plan sexuel, mais ça sera différent. Bien sûr, je te parle pas des cas de pathologie, de déchirure, de difficultés de cicatrisation, de descente d'organes ou de choses comme ça, où là il y a une vraie pathologie à traiter, mais c'est important aussi de dire aux femmes que leur sexe change en fonction de leur imprégnation hormonale, de leur âge et de leur vie éventuellement de femme enceinte et de leurs accouchements. Est-ce que tu as un point de vue sur l'épilation intégrale ? Ouais, j'ai un point de vue. Après, c'est pas un point de vue perso. Chaque femme fait absolument ce qu'elle. Bon, ça concerne aussi les hommes, mais là on parle des femmes. Chaque femme fait absolument ce qu'elle veut par rapport à ça. Il y a des modes. Il y a des modes, donc on va te dire que aujourd'hui, si toutes les femmes s'épilent, c'est parce que les hommes mettent du porno toute la journée et veulent des sexes épilés. Je suis pas certain de ça. Moi, j'ai plutôt l'impression que aujourd'hui, c'est un peu une norme dans la société pour beaucoup de femmes, surtout, d'être épilées parce qu'elles considèrent que si elles sont pas épilées, ça voudrait dire qu'elles manquent d'hygiène et qu'elles sont pas propres. Ce qui est complètement faux. Les poils sont pas un signe de mauvaise hygiène ou de quoi que ce soit. Sur le plan médical pur, sur le plan médical pur, c'est vrai que les poils, ça joue un peu un rôle de barrière quand même. Bah, c'est ça. Ça diminue un petit peu le risque d'infections sexuellement transmissibles et surtout, ça protège la vulve et le vagin et ça protège la flore bactérienne physiologique, c'est-à-dire normale, qui se trouve à cet endroit-là et qui a un rôle de protection. Dans le vagin, notamment, il y a plein de bactéries. On appelle ça les lactobacilles, les bacilles d'Oderlin, qui sont là et qui ont un rôle protecteur du vagin, qui permettent au vagin d'être protégé par un film pour éviter les mycoses, les vaginoses, les choses comme ça. Et quand ces bactéries sont tuées ou quand il y en a moins, le vagin se défend moins bien contre les infections vaginales. Donc c'est vrai que quand t'as pas de poils, on sait que ça peut déséquilibrer cette flore et que ça peut favoriser les infections vaginales, notamment les infections vaginales à répétition. Donc moi, en fait, le petit conseil que je donne à mes patients, je leur dis de faire absolument ce qu'elles veulent quand elles me posent la question. Bon, bien sûr, d'aller chez des vrais pros qui vont faire ça bien et de pas faire n'importe quoi. Mais mes patientes qui souffrent d'infections vaginales à répétition, je leur dis laissez pousser pour sortir, parce que ça peut favoriser un petit peu ça, laisser pousser, passer cette période d'inconfort vaginal que vous avez, et puis quand ça ira mieux, si vous voulez vous réépiler ou vous raser, allez-y, mais voilà. Donc je dis pas
ne vous épilez pas ou absolument il faut vous épiler, c'est mieux. Il n'y a pas de mieux. Ce qui compte, c'est de se sentir bien et de le faire surtout parce qu'on a décidé de le faire, soi-même. Non, mais ce que tu disais quand même, les poils, ils ont un rôle physiologique. Après, bon, c'est venu quand on n'avait pas de culotte, etc. Donc ça change aussi la dynamique, hein, bien sûr, mais ils ont quand même un rôle. Ouais, ils ont un rôle. Je voulais revenir sur parce qu'on a fait un long détour parce que j'étais sur la contraception, évidemment sur la congélation des ovocytes parce que c'est un énorme sujet, en tout cas dans les communautés dans lesquelles moi j'évolue, parce que j'imagine que c'est pas du tout le cas pour les Françaises de manière générale. D'ailleurs, est-ce que c'est un sujet pour beaucoup de femmes que toi tu vois, ou est-ce que c'est moi dans ma bulle qui a l'impression que beaucoup de femmes font des congélations d'ovocytes? C'est un sujet compliqué. Alors, moi, les patientes ne m'en parlent pas trop en consultation, c'est plus moi qui leur en parle. Ah oui. Parce que très souvent, quand elles commencent à y penser, c'est trop tard. C'est quoi trop tard? En France, je te parle de la congélation ovocytaire sociétale, c'est-à-dire en dehors de toute maladie qui peut affecter la fertilité, c'est 37 max. Ok. Sachant que y a des délais qui s'allongent et qui s'allongent. Aujourd'hui, les délais en région parisienne ou en région PACA, là où je suis, quand tu vas sonner à la porte d'un centre de préservation ovocytaire, au minimum, tu prends pour 1 an et demi, tu vois. C'est pour ça que les femmes vont à Barcelone? Alors, les femmes, elles vont à Barcelone plutôt pour les FIV un petit peu tardives. En France, donc, on va parler un peu de FIV, la fécondation in vitro, c'est je veux faire un bébé, ça marche pas. Ou alors, je veux faire un bébé toute seule. Donc en France, tu peux faire une fécondation in vitro jusqu'à 45 ans max, à condition d'avoir des ovocytes qui ont été prélevés avant 43 ans. Donc en vrai, la vraie limite médicale en France, c'est 43 ans. Après, tu peux pas faire de procréation médicalement assistée. Donc il y a des femmes et tu peux pas en faire plus que 5. Donc les femmes qui ont fait qui sont à 5 tentatives, qui n'ont pas marché, ou qui approchent ou qui ont dépassé les 43 ans, elles vont se tourner souvent vers l'étranger. Parce que à l'étranger, elles pourront faire une FIV avec un ovocyte, un ovule d'une femme plus jeune. Et ça, on propose beaucoup dans des cliniques à Barcelone, notamment, mais aussi d'autres pays comme le Danemark, la République tchèque. Donc ça, c'est la FIV à l'étranger. Donc c'est plus pour la FIV que les femmes vont à l'étranger. Pour la préservation ovocytaire, donc je te dis, c'est jusqu'à 37 ans pour la préservation hors pathologie qui affecte la fertilité. Et il y a des délais d'attente qui sont longs. Donc c'est vrai que, en pratique, si une femme se pose la question de congeler ses ovocytes, il faut qu'elle le fasse avant 35 ans. Idéalement, à quel âge? Idéalement, c'est 30, tu vois. Idéalement, c'est 30 pour avoir une bonne qualité ovocytaire, un nombre d'ovules suffisant et pour avoir le temps de faire tout le parcours, qui est pas un parcours facile, hein, parce que ça, c'est important de le dire. On a tendance à dire, c'est bon, je vais aller congeler mes ovules à 30 ans, ça va marcher, ce sera facile et je pourrai faire un bébé à l'âge que je veux. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est des parcours qui sont longs. C'est toutes les premières étapes de la FIV. Hein. Tu vas dans un centre de PMA, on t'explique comment ça marche, on te fait des bilans dans un laboratoire. Ensuite, on t'injecte pendant une dizaine de jours à domicile, tu t'injectes des hormones pour provoquer une ovulation, une super ovulation, on va dire, avec plusieurs follicules qui arrivent à maturité. Après, on te monitore avec des échographies régulières pour regarder les follicules qui poussent pour pas rater le bon moment pour te faire la ponction ovocytaire. C'est-à-dire que tu vas te retrouver dans un bloc opératoire sous anesthésie locale ou anesthésie générale. Et on va ponctionner par voie vaginale à travers la paroi vaginale sous contrôle échographique les follicules pour aller récupérer les ovocytes dans les deux ovaires. Et après, on va les congeler. Donc, si on en a assez, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, il y a quand même pas mal d'étapes. Ces hormones, elles ont un impact sur, bien sûr, le poids, la peau, l'humeur. Il peut y avoir des complications, ça existe, parce que c'est des gestes quand même un petit peu invasifs. Donc, c'est pas rien, quoi. C'est pas, allez, je vais aller congeler mes ovocytes. Là, encore une fois, tu vois, quand on parlait de la complexité de la santé de la femme, pour un homme, aller congeler son sperme, c'est quand même plus simple, tu vois. Oui, que je n'ai pas fait non plus d'ailleurs, mais... Je sais pas s'il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Non, les hommes qui font ça, souvent, c'est avant une vasectomie, au cas où. Ah oui, d'accord. Tu vois. Mais on devrait, enfin, d'une certaine manière, on devrait aussi, puisqu'on perd le sperme, il perd en qualité. Ouais, mais c'est pas un truc du tout qui se fait en pratique.
Non, Mais c'est bizarre. Encore une fois, les femmes, elles ont la ça charge. se fait quand on diagnostique une maladie, tu vois, un cancer du testicule, Oui. une maladie qui nécessite une radiothérapie, une chimiothérapie pour préserver ta fertilité. Mais c'est vrai qu'en pratique courante, ça se fait pas trop, alors que le sperme, lui aussi, il perd en qualité au fil du temps et en fonction de facteurs extérieurs, mais plus tard. C'est ça la grande différence, c'est-à-dire que nous, jusqu'à 45-50, globalement, on n'a pas de souci à ce niveau-là, et c'est vrai qu'après, on rentre dans des tranches d'âge où le désir de grossesse et le désir d'enfant est un peu plus rare. C'est sûr. C'est quoi les mythes ou les idées reçues sur la congélation d'ovocytes ? Les idées reçues, c'est qu'on a le temps, alors que on n'a pas vraiment le temps. Les idées reçues, c'est que c'est un parcours simple, alors que c'est un parcours compliqué. Les idées reçues, c'est que c'est une garantie pour avoir un enfant plus tard. Les idées reçues, c'est que on va forcément accepter votre demande, alors que ça passe par des comités qui jugent en fonction des résultats de ton bilan si ça a un intérêt de faire ou pas une préservation ovocytaire, est-ce que ça va marcher. Ah oui ? Ouais. Il y a des femmes qui c'est pas ton choix. Non, et moi, tu vois, je suis pas un spécialiste de la fertilité, je travaille pas dans un centre de fertilité, mais c'est ce que je trouve très difficile, c'est que je suis beaucoup de femmes qui ont de l'endométriose, et on se retrouve très souvent dans des situations où on se pose la question, est-ce que j'opère, est-ce que je fais une fécondation in vitro, est-ce qu'on va congeler des ovocytes. Et si tu veux, parmi les critères pour évaluer la qualité et la quantité d'ovules produits par une femme, on fait une échographie pour compter les follicules et on fait un dosage biologique qui s'appelle l'AMH, l'hormone antimullérienne. Et il se trouve que quand cette AMH est basse, ça veut dire que la réserve en follicules est pas extraordinaire. Donc on pourrait intuitivement se dire, ma patiente a une AMH qui est basse, donc elle va aller faire une fécondation in vitro, on va lui congeler des ovocytes, mais en fait, quand l'AMH est basse, c'est aussi dans cette situation que on sait que les résultats seront moins bons. Parce que les femmes qui ont une AMH très basse, parfois c'est tellement bas qu'on appelle ça une insuffisance ovarienne, elles ont vraiment très peu de follicules et des follicules de pas très bonne qualité. On sait que les chances que la congélation ovocytaire ou la FIV fonctionne sont faibles et ces femmes vont être récusées. C'est un mot qui est moche, mais ça veut dire que ça passe dans un comité, le comité il dit on y va, il y a de bonnes chances que ça marche. On n'y va pas parce que les chances que ça fonctionne sont faibles et c'est super difficile à entendre pour les femmes. Très très difficile. C'est difficile de convaincre une femme de 30 ans de faire congeler ses ovocytes, parce que je me dis 30 ans c'est tellement jeune. Enfin aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, moi ma mère elle m'a eu à 26 ans donc ouais. c'est différent, mais aujourd'hui ça me semble tellement jeune 30 ans. Tu sais, c'est comme si tu te disais je sais pas si je vais avoir des enfants tout de suite, du coup je congèle mes ovocytes en attendant, mais en fait l'objectif c'est pas de les convaincre, tu vois. Enfin moi je trouve c'est répondre à une demande pour des cas particuliers, ça oui, et c'est très bien que ça existe, la préservation ovocytaire, mais aller proposer de manière systématique à toutes les jeunes femmes de 25-30 ans d'aller congeler leurs ovocytes au cas où, enfin pour moi c'est de la folie, tu vois, c'est pas du tout ça qui est souhaitable. Et puis de toute façon on n'a pas les capacités d'accueil pour le faire, donc c'est très beau de faire des grands plans sur la fertilité, mais enfin s'il y a personne pour voir les gens en consultation ou pour congeler les ovocytes, ça sert absolument à rien et on va juste créer de la frustration. Donc l'objectif, c'est pas de dire à toutes les femmes, attention, entre 25 et 30 ans, allez congeler, ou au moins posez-vous la question d'aller congeler. Moi, je pense que ça s'adresse à des femmes qui ont des parcours de vie particuliers, qui sont célibataires à 30 ans, qui sont engagées dans un parcours professionnel qui les empêche d'avoir une grossesse au moment de la vie où ça pourrait être plus facile sur le plan de la fertilité naturelle. Donc ça, c'est intéressant de se poser ce genre de questions. Mais déjà, tu vois, si on proposait, nous, enfin je dis nous, je m'inclus, mais nous, les professionnels de santé qui accompagnons les femmes, si on avait le réflexe de proposer la préservation ovocytaire aux femmes chez qui on se dit que ça risque d'être difficile sur le plan médical parce qu'elles ont de l'adénomiose ou de l'endométriose, ce serait déjà pas mal, tu vois, parce que c'est pas le cas. Justement, tu parles d'endométriose. Avant d'aller là, est-ce que c'est normal, je pense que non, mais que les règles soient douloureuses?
Alors, ça, Et jusqu'à quel moment tu te dis c'est une pathologie ou pas? alors c'est difficile à évaluer. C'est Oui, difficile la à douleur évaluer par parce que essence. la douleur est propre à chacun et en l'occurrence à Mm. chacune, et que la douleur chronique est encore plus difficile à évaluer parce que les femmes s'habituent à cette douleur et se conditionnent pour se dire que c'est quelque chose de normal et que c'est comme ça. Donc même pour nous, tu vois, professionnels de santé, c'est difficile de savoir si ces douleurs sont anormales ou normales. Quand une femme a ses règles, c'est normal de ressentir une petite gêne. Ok, notamment les premiers jours, parce que quand on a ses règles, il y a l'utérus qui se contracte. Alors c'est pas les contractions du travail, tu vois, mais l'utérus qui se contracte quand même sous l'influence d'hormones qui s'appellent les prostaglandines pour chasser cet endomètre qui a poussé pendant la phase entre l'ovulation et le début des règles pour éventuellement accueillir un embryon. Il n'y a pas de fécondation, il n'y a pas de grossesse, pop, il est évacué de l'utérus. Donc ça se contracte, ça fait un peu mal, c'est inconfortable, ok, pas de problème. Donc moi la question que je pose à mes patientes toujours quand je sens qu'elles savent pas trop me répondre et qu'elles me disent oui bah j'ai mal, mais enfin bon ça va, c'est pendant combien de jours vous avez mal? C'est-à-dire si elles ont mal pendant 2 heures le premier jour, bah ça va. Si elles ont mal pendant 4 jours, ça va pas. Et l'intensité, il faut évaluer l'impact sur leur vie quotidienne. Si une lycéenne ou une étudiante peut pas aller en cours tous les mois à cause de ses règles parce que c'est trop douloureux, c'est pas normal. Si elle passe sa journée couchée avec une bouillotte sur le ventre parce que elle a trop mal et qu'elle veut pas se gaver de cacheton, c'est pas normal. Si elle prend chaque mois des antalgiques, tu sais les antalgiques, il y a des paliers. Si elle est obligée tous les mois de prendre des anti-inflammatoires ou des antalgiques de palier 2 type Topalgic, Tramadol, Acupan, enfin tous ces médicaments, codéine, tous ces médicaments qui sont assez forts, c'est pas normal. Donc c'est à partir de ces critères objectifs qu'on va essayer de juger des douleurs. Donc, mais le principe et ce qu'il faut vraiment faire passer comme message aux femmes et aux gens qui vivent avec elles, c'est que avoir mal au ventre pendant ces règles, c'est pas normal. D'accord. Donc ok, pas normal. J'ai compris. Est-ce qu'elles doivent être tout le temps régulières Alors, il n'y a pas ou de... pas? Le cycle de la femme, c'est quelque chose encore de complexe, un peu comme la fertilité. C'est quelque chose qui est pas stable déjà, c'est-à-dire que il va évoluer tout au long de la vie d'une femme. Chaque femme a son cycle qui lui est propre, c'est toujours ce que je dis, et ce cycle il évolue au cours de la vie. Une femme n'a pas le même cycle à 18, à 30 et à 45 ans, puisque Ah, son d'accord. équilibre hormonal va changer tout au long de sa vie. Donc c'est pas tous les 28 jours. À la puberté, après les grossesses qui vont éventuellement influer dessus, à la préménopause, tout ça, ça va jouer. Le poids a un impact aussi sur le cycle. La fatigue, le stress, les virus, les vaccins peuvent avoir un impact sur le cycle. Donc c'est quelque chose qui peut changer au cours de la vie. Ça, c'est la première chose à dire. Et finalement, les femmes qui ont des cycles réguliers de 28 jours, avec des règles qui durent 4 jours et qui ovulent pile poil le 14e jour du cycle, moi j'en ai jamais vu, tu vois. Ok. Ok, donc il faut vraiment rassurer les femmes. Après, là encore, c'est comme pour la douleur. C'est-à-dire que une femme qui me dit, bah moi mes cycles ils évoluent entre 25 et 28 jours, voilà, rien d'anormal, tu vois. Il y a des femmes qui ont des cycles longs, il y a des femmes qui ont des cycles réguliers de 30 jours, 35 jours, rien d'anormal. Il y a des femmes qui ont des cycles plus courts et réguliers, pas normal non plus. En revanche, une femme qui a ses règles une fois tous les 6 mois, pas normal, tu vois. Et après, c'est pareil aussi pour l'abondance et la durée. Des règles qui durent 3 jours, c'est pas normal. Des règles qui durent 6 jours, c'est pas normal. Des règles qui vont durer 9 jours, c'est anormal. Mais il y a quand même une grande variabilité dans la normalité. Et il faut interroger. Entre autres, l'anorexie, je pense, Ouais. arrête les règles, hein, c'est ça, je ne me trompe pas. Les variations de poids, ça peut avoir un impact sur les règles. Et la quantité des règles, c'est aussi un facteur qu'on doit prendre en compte. On dit que c'est 80 millilitres max pendant la période de règles. Alors, va compter 80 millilitres, c'est compliqué. C'est ce que j'allais dire. Donc là encore, on va s'intéresser plutôt à des trucs pratiques. Tu vois, on a des tests et pour compter en fonction du nombre de protections qui sont utilisées, que ce soit des cups, des tampons ou des protections hygiéniques ou des culottes menstruelles. On essaie d'évaluer comme ça. Une femme qui est obligée de se changer toutes les 2-3 heures les 2 premiers jours de ses règles, c'est pas normal.
Quand il y a des caillots, donc des morceaux de sang, bon, s'il y a un petit caillot de temps en temps, ça va, mais si tu as des caillots gros comme le poing qui sortent le matin quand tu te lèves, c'est pas normal. Et ce qui est fou... Gros comme le poing? Ouais. Bah, le vagin, tu sais, c'est élastique, donc une femme qui a ses règles, quand elle a des règles hémorragiques et qu'elle passe la nuit couchée, ça va distendre le vagin et il peut y avoir beaucoup de sang qui s'accumule à l'intérieur. Oh waouh, ok. Donc ça peut être quelque chose. Et le vagin, comme il est élastique, le sang peut s'accumuler à l'intérieur. Ça fait un gros caillot, et ce caillot, quand elle se lève le matin, à cause de la gravité, bah, il tombe. Et ça peut être très très gros. Mais le plus fou, c'est pas ça. Moi, le plus fou, je trouve, c'est ce que les femmes sont capables de considérer comme normal. Parce que quand tu leur poses la question, toi, ça te paraît évident que c'est pas normal. Et en fait, elles vivent avec ça depuis des années et s'en sont pas préoccupées. Donc, comme quoi, la douleur, par exemple, les caillots auxquels je faisais référence, les règles abondantes. Soit parce qu'on leur a jamais posé la question, soit, encore pire, parce qu'on leur a dit que c'était normal. Ceci est la fin de la première partie. Je vous donne rendez-vous dans un deuxième épisode.